Vous connaissez presque tous le Club Dorothée, cette émission qui a permis à toute une génération de découvrir les animes. Mais est-ce que vous connaissez les premiers mangas à avoir été commercialisés en France? Ceux qui ont permis à la culture japonaise de s'imposer dans notre quotidien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le manga ne s'est pas implanté en France de manière planifiée, mais plutôt par 3 vagues successives. La première vague, pionnière mais discrète, avec néanmoins la publication d'œuvres de grands maîtres japonais. La deuxième, celle télévisée, plus marquante et qui a popularisé les mangas via les animés. Et la troisième, la vague éditoriale, qui est là solidement ancrée dans le marché français, avec un pic entre 93 et 96, un recul à la fin des années 90, puis un retour en force dès les années 2000. À la fin des années 60, force est de constater que le manga se ferait une place timide en France. Henri Play, le fondateur de la revue Budo Magazine Europe, spécialisée dans les arts martiaux japonais, décide d'en introduire pour la première fois dans son magazine de 1969 à 1973, après un voyage au Japon. Mais les retombées sont moindres étant donné que la revue s'adresse à un public sportif et non pas à des amateurs de bande dessinée. En plus, les histoires sont violentes et sombres et ne parlent que de samouraïs. Pas idéal pour le grand public, on est d'accord. Mais la première véritable tentative d'importation sérieuse de manga en France débute il y a 47 ans, le 15 juin 1978. Un jeune japonais du nom de Moetoshi Atos Takemoto, tout juste émigré en Suisse, souhaite faire découvrir la bande dessinée japonaise à la francophonie. Et pour ça, il s'associe avec Rolf Kesselring, un éditeur suisse intéressé par l'idée. Et c'est comme ça qu'est née la revue Le Cri qui tue. Et le petit Atos ne fait pas les choses à moitié. On retrouve à l'intérieur des grands noms du manga comme Osamu Tezuka et Yoshihiro Tatsumi pour ne citer qu'eux. Mais malgré tout, le public ne suit pas. Les ventes sont timides, même si le magazine sera tiré à 40 000 exemplaires, et les problèmes de diffusion de l'époque compliquent encore plus la tâche. Le 6e et dernier numéro sort en mars 1981. Et même si la revue n'a pas duré longtemps, elle a tout de même ouvert des portes que la télévision n'hésitera pas à défoncer à coups de pied quelques années plus tard. Tout commence en 1978, quand la chaîne publique Antenne 2 lance une nouvelle émission jeunesse, Récré à 2. À sa tête, la chanteuse et animatrice montante Dorothée, entourée d'une équipe composée notamment de Cabu, William Lémergie, Jackie ou encore Corbier. L'objectif est simple, offrir une programmation variée et quotidienne aux enfants, mêlant dessins animés, sketchs, chansons et reportages. Et pour remplir les plages horaires à moindre coût, Antenne 2 achète des programmations étrangères. Le premier succès, Goldorak, diffusé pour la première fois en juillet 1978. C'est un choc pour les jeunes téléspectateurs. Robots géants, combats cosmiques, drames personnels, rien à voir avec les productions occidentales. Très vite suivent Candy Candy, Captain Flamme et Albator. Le public enfantin est fasciné. Mais tout le monde ne voit pas ça d'un bon œil. Dès le début des années 80, certains adultes s'inquiètent. Ces programmes sont jugés trop sombres, trop violents et trop mélancoliques. La polémique en fait était très simple. C'était de dire que Goldorak était violent. Ça pouvait nuire aux enfants. Néanmoins, derrière le succès de Récré à 2 se dessine une tension. Dorothée et son entourage, notamment Jean-Luc Azoulay et Claude Berda d'AB Productions, souhaitent développer un concept plus ambitieux avec une plus grande liberté éditoriale et une production maison maîtrisée. Mais Antenne 2, chaîne publique, freine ses envies d'expansion et maintient un contrôle strict sur le contenu. Et ce désaccord grandit jusqu'à provoquer une rupture. Nous sommes alors en 1986 et TF1 est sur le point d'être privatisé. La chaîne, en quête de nouveaux formats rentables, saute sur l'occasion. AB Productions propose un sujet clé en main, une émission jeunesse quotidienne animée par Dorothée avec beaucoup de programmes japonais bon marché. Et TF1 accepte. Dorothée quitte Antenne 2 et c'est donc la naissance en septembre 1987 du Club Dorothée. Et c'est un véritable raz-de-marée. Le Club Dorothée reprend la formule de Récré à 2 mais l'intensifie. Plus de jeux, plus de chansons et surtout des heures d'animation japonaise. Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque, Juliette Je t'aime, Nicky Larson, Ken le Survivant, Sailor Moon, Ranma Enemy, etc. Ces séries sont diffusées quotidiennement sans réelle hiérarchie éditoriale et souvent dans un ordre chaotique. Mais le public suit. À son apogée, l'émission rassemble jusqu'à 6 millions de téléspectateurs. Une génération entière grandit avec ces héros japonais. Mais très vite, ce succès s'accompagne de polémiques. Dès le début des années 90, des associations de parents d'élèves, des journalistes, des enseignants et même des hommes politiques s'inquiètent du contenu jugé violent ou inapproprié de certaines séries. Le plus visé, Ken le Survivant, avec ses scènes de corps qui explosent et de morts violentes diffusées pourtant en plein après-midi. La critique porte aussi sur des personnages sexualisés, des blagues graveleuses ou des scénarios trop adultes. La députée Ségolène Royal s'attaque frontalement au programme parlant de japonisation des esprits et d'une télévision qui abîme les enfants. La presse généraliste, peu informée sur la culture japonaise à ce moment, relaie ses discours alarmistes sans nuance. Et le CSA
ça, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'en mêle alors. TF1 est contraint de réagir. De nombreux épisodes sont censurés, certains arcs narratifs sautés, des séries coupées ou des changements d'horaire. Mais les critiques persistent et peu à peu, l'image du Club Dorothée s'effrite. Dans le même temps, le public vieillit. Les enfants des années 80 deviennent ados, les goûts changent, Internet commence à émerger et de nouveaux formats apparaissent. TF1, désormais leader des chaînes privées, veut adoucir son image et se débarrasser de ce qu'on accuse d'être une télé-poubelle. Et le Club Dorothée, symbole d'une époque décriée, est dans le viseur. Et en 1997, malgré son immense popularité passée, l'émission est brutalement arrêtée, sans cérémonie ni explication claire. Officiellement, il s'agit d'un renouvellement des programmes de jeunesse. Mais en réalité, il s'agit plus d'un nettoyage d'images sous la pression politique et médiatique. C'est alors la fin d'une époque. Mais heureusement, pas celle de la passion pour les histoires japonaises. Car si la télévision referme cette porte, la librairie ne va pas tarder à l'ouvrir en grand. Et cette fois, c'est le manga papier qui va prendre le relais. Nous sommes en 1990 et l'éditeur Glénat a un pari audacieux. Publier Akira de Katsuhiro Otomo, un manga adulte, dense, en noir et blanc. L'univers est violent, post-apocalyptique et loin des standards franco-belges. Mais ça marche. Akira intrigue et fascine un public plus âgé, amateur de science-fiction et d'esthétique nouvelle. Pour la première fois depuis Le Cri qui tue, on considère sérieusement que le manga pourrait trouver sa place en librairie. Glénat persévère et en 1993 frappe un grand coup en obtenant les droits de Dragon Ball. Grâce à sa diffusion sur TF1, la série est déjà culte pour des millions d'enfants. L'effet est simple, les jeunes veulent prolonger l'expérience de l'écran à la page. Même si le format surprend, lecture de droite à gauche, dessin en noir et blanc plus dense, ils accrochent. Et surtout, il échappe enfin aux contraintes de la télé. Très vite, d'autres éditeurs comprennent qu'il ne s'agit pas d'un simple effet de mode. Le public est là, prêt à suivre des séries longues, prêtes à l'achat, à condition de retrouver les héros qu'ils connaissent, et cette fois sans censure ni interruption. Et d'un point de vue économique, le format a tout pour plaire. Bien moins cher à produire qu'une BD franco-belge, imprimée en noir et blanc, souvent en petit format et avec des dizaines de tomes qui fidélisent les lecteurs. C'est une aubaine éditoriale. Mais au-delà de la logique commerciale, il y a une réelle intuition culturelle. On sent que le vent tourne, que le jeune public est prêt à s'ouvrir à de nouveaux codes, à de la narration japonaise parfois plus complexe, plus audacieuse. Ce qui était vu comme un produit exotique devient alors une véritable alternative, avec son style, son rythme et ses héros. Dès lors, le marché s'ouvre et d'autres éditeurs s'y mettent peu à peu. En 1994, Tonkam arrive avec une approche plus adulte et éclectique. Fondée par Dominique Verret et Sylvie Chang, la maison propose des titres comme Video Girl AI, Phoenix, d'Osamu Tezuka et un ovni graphique qui deviendra le culte, JoJo's Bizarre Adventure. Et oui, toujours lui. En 1996, Kana est fondée par une filiale de Dargo. L'éditeur s'impose rapidement avec Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Détective Conan, etc. Et en 2000, c'est Pika Éditions qui entre dans la danse en misant sur des séries au ton plus adolescent. Love Hina, GTO, Chobit, etc. Et évidemment, plein d'autres suivront au fil des années. Le manga s'impose alors dans les rayons des librairies. Ce n'est plus une bizarrerie ni un simple dérivé de dessin animé, c'est un format à part entière. Et cette nouvelle implantation va déboucher sur quelque chose d'encore plus grand. Au tournant des années 2000, le manga n'est donc plus une curiosité réservée aux fans d'animation. Il s'impose peu à peu comme un pilier incontournable du marché de la bande dessinée. Et cette ascension ne doit rien au hasard. Tout d'abord, une génération entière nourrie aux animés du Club Dorothée est désormais en âge d'acheter ses propres livres. Les enfants d'hier deviennent les lecteurs d'aujourd'hui. Et pour beaucoup, le manga représente le premier contact avec la lecture volontaire, loin des lectures scolaires imposées. Son format dynamique, son dessin expressif et ses intrigues sur plusieurs volumes les accrochent durablement. Mais ce succès s'explique aussi par la diversité des histoires proposées. Contrairement à la BD franco-belge, encore marquée par certains codes, le manga explore tous les genres. Il y en a littéralement pour tous les goûts. Que vous soyez un enfant de 8 ans, un ado en quête d'émotions fortes ou un adulte amateur de récits profonds, vous pourrez trouver une série qui vous parle. Cette pluralité séduit un public de plus en plus large et intergénérationnel. Et les années 2020 marquent un véritable boom. Le pass culture en France, qui permet aux jeunes de 15 à 18 ans de dépenser une somme dédiée à des biens culturels, pousse encore plus les ventes. À cela s'ajoute l'effet confinement lié au Covid-19. Privés de sortie, beaucoup redécouvrent la lecture et en particulier le manga. En 2021, plus de 47 millions d'exemplaires sont vendus en France. Aujourd'hui, la France est le deuxième marché mondial du manga, après le Japon, et de loin le premier en Europe. Bref, le manga n'est plus une tendance, c'est un pilier de la culture populaire contemporaine. Et ce, grâce à une combinaison rare.
Accessibilité, richesse de contenu, forte identité visuelle et surtout un attachement profond d'un public fidèle depuis plusieurs générations. Ce qui a commencé comme une curiosité marginale est aujourd'hui devenu un phénomène culturel majeur. Et pourtant, le manga n'a pas fini de se transformer. L'arrivée des webtoons et des nouvelles habitudes de lecture sur mobile, les publications en simultrade ou en numérique, bouleversent déjà le paysage. Plus que jamais, les frontières entre les cultures s'estompent. Le manga n'est plus seulement japonais. Il est universel, hybride, vivant. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Une capacité à évoluer, à surprendre et à parler à chacun, génération après génération. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner en activant la cloche et je serai ravie de lire vos avis en commentaire. Bye bye!